Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très très heureux de vous accueillir sur notre plateau live ici à Kinshasa. Et il y a eu, et il y a toujours d'ailleurs ici, de la musique, même en dehors des compétitions. Ça c'est JB Piana, dit Papa Chéri. Je confirme, Papa Tu Chéri. confirmes, hein? Ça, voilà, alors Papa Chéri, c'est les nuits de la francophonie. Les nuits chaudes de la francophonie qui ont commencé hier avec le leader charismatique du clan Wenge, Papa Chéri JB Piana, patron du groupe BCBG, et qui, je rappelle, Yoshi Yamamoto, toujours bien habillé, a eu à répondre aux attentes de ce grand public qui est venu de partout pour suivre et vivre la rumba congolaise de la manière la plus originale possible. Voilà, la rumba congolaise qui est, je crois, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui. Voilà, donc ça, c'était les nuits de la francophonie et ça va continuer comme ça. Ça continue ce soir avec notre leader du clan Wenge, à l'instar de JB Piana. Nous aurons ce soir Werason et un autre artiste qui est aussi issu du clan Wenge, c'est Fabregas. Donc tout à l'heure, la nuit sera encore chaude ce soir ici à Kinshasa. Oui, enfin elle va être chaude aussi la journée, hein, je vous le dis tout de suite, mamie. Et elle a été chaude hier la journée, puisqu'on a eu une finale de danse de la création absolument incroyable, avec la victoire du Burkina Faso. Et tenez-vous bien, les Burkinabés que vous voyez ici sur cet écran sont sourds et muets. Ça veut dire, moi en tout cas, c'est la première fois, et je salue cet exploit, que des personnes dites handicapées, alors que vous voyez qu'elles ne le sont pas du tout, mais elles sont sourdes et muettes, que ces personnes-là battent des athlètes et des danseurs valides. Et quand il s'agit de danse, mamie, c'est quelque chose d'incroyable d'imaginer cette chorégraphie quand on n'entend pas la musique. C'est tout à fait extraordinaire ce qui s'est passé hier ici avec la victoire des Burkina Faso, les pays des hommes intègres. C'est formidable, des personnes sourdes et muettes qui ont réussi à rafler cette médaille d'or parce qu'ils étaient 11 au départ. Finalement, ils sont restés à 4. Le Bénin, l'île Maurice, la RDC, mais aussi le Burkina Faso. En tout cas, félicitations à nos frères les Burkinabés qui ont réussi cet exploit avec cette danse, l'expression du corps humain, comment ils ont réussi à bien réussir cette synchronisation de ceux qui dansaient sans entendre et parler. C'est tout simplement extraordinaire. C'est la magie de la francophonie. Et pour moi aujourd'hui, à ce jour, c'est vraiment l'exploit de ces Jeux de la francophonie. Absolument, absolument. Hommage Patrick. aux danseurs et danseuses du Burkina Faso qui nous ont littéralement éblouis hier à l'occasion de la finale des danses de création. Bon, je vous le disais, nous avons donc Mamie, vous l'avez vu, comme invité, qui est notre experte culture. Et puis je voulais aussi vous présenter Loïc Abondo, qui, Loïc, est notre reporter itinérant avec son petit téléphone, avec son petit logiciel de montage, nous fait des choses grandes. Merci Loïc. Merci Patrick, bonjour à tous et c'est un plaisir d'être ici. Alors, juste un mot Loïc, je ne vais pas t'embêter trop avec ça. Tu es albinos, hein, et c'est une vie qui n'est pas toujours très simple. Effectivement, c'est une vie qui n'est pas toujours très simple, surtout en Afrique, parce que en Afrique, il y a encore beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés sur l'albinisme, de la stigmatisation, des crimes contre les personnes albinos dans certains pays, des meurtres, des mutilations. Et aujourd'hui, ce combat, c'est un combat qu'il faut continuer à mener en termes de sensibilisation, en termes d'éducation et de changement de mentalité. En tout cas, moi, tu es mon confrère et je te dis respect. Je te dis respect pour ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler en 2 mots du programme du jour? Alors, le programme du jour nous amène du côté de l'Africaine tout d'abord avec la lutte africaine qui continue aujourd'hui. Ensuite, on va du côté du football avec les demi-finales Bénin, Burkina Faso d'un côté à 16h. À 18h, vous avez Cameroun-Niger. Enfin, on termine la journée avec la finale de la chanson où il y a 8 pays qui sont en compétition. Voilà, cette finale de la chanson que tout le monde attend, bien sûr, avec un mélange des genres, hein, parce qu'il y a des artistes qui sont en solo et d'autres en groupe. Ça va être très compliqué de choisir. Hein. Ça va être très compliqué de choisir, mais le meilleur va gagner, bien sûr. Et bien sûr, la chanson est très, très attendue. La chanson est très, très appliquée ici en RDC. Nous
faisons tout avec la musique, Tout le la monde naissance, au deuil, dans tout ce qu'il y a comme manifestation, il y a toujours la chanson. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans notre élément naturel et bonne chance aux candidats finalistes pour ce concours chant qui se tient ici dans ce site Palais du Peuple, qui est le siège des institutions au Congo démocratique. Alors il y a un truc que vous faites pas tous les jours, c'est du triple saut. Ça, je dois dire, ah bah non. Ça, le triple saut, c'est pas votre truc. Non, du tout. C'est le truc de Hugues Fabrice Zongo, le Burkinabé encore, le meilleur triple sauteur du monde, qui était accompagné par Teddy Tamgo, qui lui le fut, le meilleur sauteur, le meilleur triple sauteur du monde. Lorsque deux triple sauteurs de très haut niveau se présentent sur le stade des Martyrs, ça donne ce magnifique sujet signé Lucien Jahan. Mon histoire avec les Jeux de la francophonie a commencé en 2013 à Nice. C'est là que j'ai vu quelqu'un sauter pour la première fois 17 mètres sous mes yeux. Et Dieu seul sait les émotions que j'ai vécues ce jour-là. Et depuis, voilà, j'ai voulu reproduire. Et ça m'a quand même guidé pour un moment dans ma carrière. Ça va, t'es en forme? Ouais. Je suis en forme. Toujours en forme. On a préparé ce championnat parce qu'il a toujours à cœur justement de s'illustrer de la meilleure des manières lors des championnats où il défend son pays. Et l'objectif, on le connaît tous déjà. Hugues, sa force, c'est sa persévérance, quels que soient les obstacles. Il a cette résilience qui lui permet justement de toujours rebondir, ça tombe bien justement avec le triple saut, de rebondir plus fort justement pour atteindre ses objectifs. Au début, on s'est connus professionnellement. Après, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points en commun, de sujets d'intérêt et aussi les mêmes valeurs. J'ai le rôle de l'entraîneur, celui qui planifie, mais aujourd'hui, Hugues rentre beaucoup justement dans cette planification, dans cette stratégie, n'est-ce pas, de préparation. Il est très sympa, il nous considère vraiment comme ses petits frères, il aime nous donner des conseils, il nous motive. Voilà, vraiment, il est un modèle pour nous, hein. C'est un modèle pour nous, nous tous on rêve de faire comme lui. Franchement, c'est l'espoir du Burkina. Honnêtement, sans vous mentir, on compte énormément sur lui. Au pays, il est très connu, tout le monde le connaît. Il est très modeste, très humble et il sait ce qu'il veut dans la vie. Je suis un ambassadeur du Burkina et pour moi, remettre ce maillot à chaque fois, c'est très important pour moi. Le 536. C'est qui le favori? Voilà, c'est carré, il y a un favori. Aujourd'hui, il y a un favori et nous allons essayer de faire comme lui, c'est-à-dire aller plus loin. Représentant le Burkina, Hugues Fabrice Zongo. Je dirais que c'est un bon athlète, il a la tête sur les épaules, il est travailleur tout simplement et voilà, c'est un champion. Tu pousses moi au départ. Donc c'est pour ça que tu es un peu long sur la fin. Mais il y avait aussi le vent, oui. Mais tu pousses quand même moi sur le départ. On a fait un très beau concours, hein, comme vous l'avez vu, avec des jeunes qui se sont exprimés comme je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'on fasse 16-50, 16-60 effectivement à ces championnats-là. Mais bon, je veux dire que j'avais un niveau un petit peu au-dessus, parce que même avec la fatigue et plein d'autres facteurs
qui rentre dans le cadre de la préparation pour les championnats du monde dans 2 semaines. Je n'arrivais pas ici avec tous mes moyens physiques, mais je suis vraiment content de décrocher une 2e médaille des Jeux de la francophonie, une médaille d'or, et donc que le titanier résonnera encore en terre congolaise. Dès demain, nous retournons à Barcelone et pour encore une semaine de préparation, et ensuite juste se reposer, remonter du jus, parce que vous savez, Budapest, ça va être le feu. On est satisfait du résultat. L'objectif, comme je l'ai dit, était de gagner. Il l'a fait avec de belles manières, puisqu'il réalise en plus 17 mètres lors de son dernier essai. Donc le contrat est rempli. Tout championnat est un moyen de mettre le Burkina Faso encore plus sur la carte, de montrer un signal comme quoi le Burkina est là, comme quoi le Burkina est un pays où il y a de très belles choses, de la compétence, du résultat. Demain, on va parler du Burkina comme on l'a parlé à chacune de ses victoires. Il est gentil, il est fort et c'est quelqu'un avec qui en compétition, il te booste. Donc ouais, c'est sympa de faire une compétition avec lui. Il a beaucoup de qualités de base, qu'il a énormément développé par son travail. Il est bien encadré, il a un bon entraîneur, il a l'expérience, il connaît sa discipline. Donc tout ça fait qu'il a créé quelque chose d'excellent et que c'est un des meilleurs au monde dans sa discipline du coup. Tu sors ce soir, tu fêtes? Mais oui, je vais sortir absolument. Je ne peux pas venir à Kinshasa sans visiter la ville, ça c'est obligé. Alors là, je vais sortir forcément avec mon coach. On va goûter aux mets locaux parce que moi j'aime bien toucher à tout. On ne va pas manger du tout au resto de la compétition ce soir. Ça, non. Magnifique, Hugues Fabrice Zongo, qui est un peu le symbole de ces Jeux de la francophonie. Il vous l'a dit, c'est grâce aux Jeux de la francophonie qu'il a véritablement accroché sur le triple saut. Et aujourd'hui, c'est le meilleur triple sauteur du monde. Il pourrait rester chez lui pour préparer les championnats du monde, mais pas du tout. Il est venu ici pour honorer ces Jeux et honorer son pays, le Burkina Faso. Il n'y a rien d'autre à dire. Pour le reste, la dernière journée d'athlétisme, c'est aujourd'hui encore avec que des finales. Et on suivra notamment les finales des 200 mètres masculins et féminins qui promettent beaucoup. Et aussi les traditionnels relais 4 fois 400 mètres. Et puis Loïc nous l'a dit, il y a également la lutte africaine qui bat son plein. Oui. Alors la lutte africaine, c'est quelque chose de traditionnel, bien sûr, il y a du sport, il y a de la culture, et c'est quelque chose qui, au Cameroun, notamment, votre pays natal, est chargé et lourd de symboles. Expliquez-nous un peu. Effectivement, et ce, surtout dans les régions septentrionales du Cameroun, c'est une discipline qui n'est plus seulement sportive, qui est réservée à des personnes qui veulent avoir des postes de notabilité dans le septentrion. On donne une place importante aux lutteurs, surtout dans les régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa, qui sont des régions du Cameroun où on sacralise encore tous ces défenseurs de la culture. Alors, Mamie, je pense que la lutte africaine est présente en RDC, et on me dit aussi que les lutteurs s'affrontent, c'est aussi pour montrer qui est le plus fort, qui a le plus de chances de séduire de jolies dames dans votre genre. Oui, c'est peut-être le cas il y a longtemps. Est-ce que vous avez été séduite par un lutteur africain? C'est ça la question. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on a grandi avec. Nous, on appelle ça chez nous l'ibanda. Hein, quand on joue avec, on porte une sorte de pagne là, bien enroulé autour du corps. Et les jeunes gens se battent. C'est vrai, il y a eu des moments pour une sorte de challenge. Tu veux rafler la plus belle fille du village, eh ben, vous vous soumettez à ces libanda-là, cette lutte. Et le gagnant gagne la fille et l'épouse, bien sûr. Mais avec le temps, ça s'est modernisé. Il y a des règles, ça c'est juste devenu un jeu. Aujourd'hui, la lutte africain, le libanda africain est devenu un sport qui est prisé et il faut être bien bâti pour faire ces libanda ici au Congo démocratique. Mais bien alors, vous allez vous en rendre compte avec le sujet de Fabien Lourme. Vous allez voir qu'il faut effectivement être bien bâti et que côté lutte africaine, j'ai, mon pauvre Loïc, zéro chance. Reportage. Si vous regardez l'historique de l'Afrique,
La lutte, elle fait partie de la culture de beaucoup de peuples africains. Que ce soit dans le bassin du Congo, que ce soit vers le Soudan, que ce soit en Égypte. Les combats de lutte servaient peut-être de demander une femme en mariage, d'avoir une suprématie sur un village, de montrer qu'on est le plus fort, voilà, de séduire les femmes. Donc la lutte a toujours fait partie de la culture africaine. En Afrique, dans tous les pays, il y avait déjà ce genre de discipline-là. Les jeunes forts du village s'est rencontrés pour démontrer leur capacité et leur force. C'est ça. Je suis lutteur de lutte africaine. La lutte africaine, c'est la technique. Tu approches ton adversaire, quand il a 2 genoux et 1 main au sol, c'est la victoire. Il faut que les 2 genoux et un seul main soient au sol. Là, vous gagnez le combat. La lutte moderne, bon, on l'appelle la lutte olympique. C'est autre chose. C'est des chaussures, des combinaisons. Quand nos ancêtres étaient, ils ne portaient pas les chaussures, ils portaient les raffias. Donc, nous voulons un peu garder notre culture là, de nos ancêtres là. Nous voulons garder vraiment l'originalité de cette discipline. C'est vraiment une discipline originelle qui a été créée par les Africains. C'est une tradition. Il faut être athlète, il faut être complet. Il y a le physique, il y a la technique, il y a l'endurance, il faut être prêt. Si tu n'es pas fort, tu verras. On peut gagner dans moins de 5 secondes. Pas moyen de risquer. Quand vous risquez, vous perdez automatiquement. Tandis que la lutte libre, on peut te mettre à la terre, tu reviens, tu gagnes aussi les combats. Ici, tu ne prends pas droit à l'erreur. Tu tombes 3 appuis, le combat est terminé. Tu tombes sur les fesses, le combat est terminé. Si on te fait sortir de l'arène, un avertissement. Tu sors 2 fois, 2 avertissements. 3e fois, disqualifié. Vous savez, nous avons ce que nous appelons la beach wrestling, qui va faire son entrée aux Jeux Olympiques à Paris 2024. On est parti sur une synthèse des différentes luttes, principalement en Afrique, pour créer la beach wrestling, qui va entrer aux Jeux Olympiques qu'on appelle lutte de plage. C'est un combat, mais sur la tradition, c'est la fête. Sur la tradition. Nos pères faisaient la fête. Nous aussi, nous devons faire la fête. C'est ça. Voilà pour la lutte africaine. Je regardais, parce qu'on a 2 nouveaux invités qui viennent d'arriver. Ils étaient dans le métro, ils étaient coincés dans le métro du côté d'Opéra, je ne sais plus. Hugues Fabrice Zongo, notre... Je vais le dire, Teddy, j'ai le droit de dire que c'est le meilleur triple sauteur du monde. On aura la confirmation dans 2 semaines. Ouais, mais c'est jamais un rigolo, Teddy. J'essaye, parce qu'on a bossé ensemble et tout. Moi, je le dis. Hugues Fabrice Zongo, c'est le meilleur triple sauteur du monde. Et je dois dire, Hugues Fabrice, que j'ai un grand respect pour vous, parce que venir au jeu de la francophonie, c'était pas évident. Vous auriez pu rester dans votre bulle et vous dire, je prépare Budapest avec mon coach, l'illustre Teddy Tamgo, et là, je suis désolé, mais je peux pas venir. Et vous êtes venu, expliquez-moi pourquoi. Alors je suis venu parce que je suis venu pour plusieurs raisons. Donc premièrement, c'est déjà transmettre, comme je le disais, ce que j'ai déjà vécu, l'émotion que j'ai vécue en 2013 au Jeu de la francophonie. C'était la première fois que je voyais quelqu'un franchir 17 mètres. Donc j'étais venu aussi retransmettre cela. Et en deuxième lieu, c'est représenter mon pays, parce que pour moi, c'est toujours un honneur de représenter mon pays. Et vu la situation assez particulière que traverse le Burkina Faso du fait du contexte sécuritaire, c'est d'entretenir le muscle de l'espoir, parce que c'est un muscle quand même qui a tendance à s'affaiblir quand on n'a pas de choses qui permettent de l'entretenir. Voilà. Teddy, en tant que coach, en tant que meilleur spécialiste mondial du triple saut, ça c'est la vérité, en tant que coach, vous lui avez pas dit n'y va pas parce que là, tu es en train peut-être de gâcher un peu tes chances pour Budapest, parce que Budapest, c'est dans 2 semaines, hein, le championnat du monde. Complètement. Après, il faut être tout simplement agile à ce niveau-là. Je sais que pour lui, ça lui tenait vraiment à cœur de faire la compétition, en fait, de participer et de gagner. Parce qu'il faut savoir qu'il avait gagné la dernière édition, si je ne me trompe pas. Et puis, comme il l'a dit, pour faire, en tout cas pour aider, n'est-ce pas, les jeunes, être là, être présent avec eux. Essayer d'être le fer de lance justement de cette équipe. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, il était impossible de lui refuser.
Ce qui ressort de l'excellent reportage de Fabien Lourdes, c'est que vous êtes un peu perçu comme le grand frère. Ce grand frère, et je voudrais aujourd'hui qu'on aborde un autre volet, parce qu'il y a évidemment le volet athlétique, ça c'est sûr, mais il y a aussi le volet intellectuel. Et on peut être triple sauteur de haut niveau et en même temps être un étudiant qui va très très loin dans ses études. Expliquez-nous. Effectivement, outre le volet sportif, c'est vrai que j'ai fait une thèse de génie électrique et que je soutiendrai dans quelques mois, dans 2 mois en octobre. Et c'est forcément un double projet très très ambitieux parce que c'est pas souvent arrivé et moi je suis content de pouvoir montrer cette voie-là parce que de plus en plus de profils de ce genre seront importants pour notre monde qui change quand même. Est-ce que c'est ce genre de message que vous passez à vos frères et sœurs africaines en leur disant ok le foot, ok le sport, mais après la carrière elle est courte, donc il faut aussi penser à l'après? Tout à fait, parce que vous savez, la carrière d'un sportif de haut niveau dure quoi, 10 ans quand on est au très haut niveau. Et pour des sports mineurs, souvent, malheureusement, on arrive très tard, très fort, et ce qui fait qu'on ne peut pas vivre de notre athlétisme. Donc, je dis de l'athlétisme, du sport en général. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même penser à l'après-carrière, et ça, c'est très, très important pour moi. Et donc, ce message, effectivement, ça s'adresse à tous ces jeunes qui ambitionnent de faire de grandes choses dans le sport et qui pourraient aussi tout simplement assurer leurs arrières, comme j'ai envie de dire. Alors Teddy, j'ai lu un truc complètement dingue, vous allez me dire si c'est des bêtises ou si c'est vrai. Vous êtes coach, évidemment, vous avez arrêté en quelle année le triple saut? 2019. En 2019, ça fait 4 ans. Ouais. Et j'ai lu sur les réseaux qu'un certain Teddy Tamgo préparerait les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est bidon? C'est bidon. Non, plus sérieusement, oui, c'est sûr qu'avec les Jeux Olympiques en 2024 qui sont à la maison, forcément, j'avais envie d'y aller. Donc, on va essayer de faire ce qui est possible. Et puis, derrière, c'est le maître qui dira si on y va ou on n'y va pas. Mais en tout cas, c'est en projet. Qu'est-ce que je veux dire? On peut être à la fois coach et en même temps adversaire. Parce que si vous faites les Jeux de Paris, vous allez vous retrouver face à Hugues Fabrice. Bon, déjà, il faut savoir que si je saute contre lui, je suis sûr de gagner. Non, mais non, plus sérieusement, personnellement, moi, ce que j'aimerais déjà avant tout, c'est de pouvoir y être. Il faut se dire les choses aussi. J'aimerais y être, j'aimerais donner le meilleur de moi-même. Mais il est clair qu'aujourd'hui, l'objectif qu'on a au triple saut, en tout cas, c'est Hugues Fabrice et c'est lui qui doit gagner en tout cas. Teddy, je ne vous ai jamais posé la question, la francophonie pour vous, puisque vous habitez en France évidemment, comme Hugues Fabrice qui habite dans le nord de la France. La francophonie, ça veut dire quelque chose ou c'est un concept un peu abstrait? Moi, personnellement, je le vois comme un championnat où les pays se rencontrent, où il y a de ce côté, par exemple, là, on a quelques problèmes, quelques petits soucis, quelques petits mots, n'est-ce pas, dans le contexte géopolitique. Mais aujourd'hui, quand on arrive au jeu de la francophonie, tout le monde est souriant, tout le monde est content d'être là, tout le monde est... Voilà, il y a de la joie et c'est justement ce que doit véhiculer le sport et oublier pendant, en tout cas, un laps de temps, tout ça. Et c'est ce que j'ai aimé voir lors de mon court séjour. Hugues Fabrice, forcément, je ne sais pas si vous vous rasez tous les matins, mais si vous vous rasez tous les matins, vous pensez forcément à Paris. Ça représente quoi? Pour un athlète burkinabé, un athlète africain, se dire peut-être je vais être champion olympique, en tout cas je vise ce titre-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Parce que c'est encore loin et c'est à la fois terriblement près. Tout à fait. Vous savez, si on pense à Paris 2024, tout de suite on se dit on a quelque chose au cœur en fait. On a le cœur qui va plus vite, on a de l'adrénaline qui monte d'un coup. Et franchement, moi je suis assez confiant pour Paris 2024, même s'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour parfaire justement ce plan, cet objectif et l'atteindre. Et je dirais que Paris 2024 pour moi c'est un peu l'apothéose de ma carrière. J'ai 30 ans aujourd'hui et je sais que je ne ferai plus de Jeux olympiques. Donc, il faut effectivement que j'essaie de ramasser ce qu'il y a à ramasser maintenant, pendant que je suis encore au sommet, et pour ne pas laisser passer cette chance. Donc, c'est un message aussi que je voudrais passer à toute la jeunesse africaine qui rêve justement de grandes choses, que c'est certainement possible de les atteindre avec des moyens. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves, c'est ça? Jamais. Alors, le triple saut, c'est une affaire de marque.
c'est une affaire d'équilibre évidemment, mais votre record 17,81 m. Est-ce que ça veut dire que pour être champion olympique à Paris, il faudra casser le mur des 18 mètres? Certainement, il faudrait certainement franchir la barrière des 18 mètres encore une fois pour aller chercher le titre olympique. Et même pas forcément d'abord le titre olympique, le titre mondial dans 2 semaines, c'est sûr qu'il y a des personnes avec de grandes dents. Et il faudrait certainement aller titiller cette barrière des 18 mètres pour pouvoir se mettre un petit temps à l'abri justement de la concurrence. 18 mètres, vous l'avez déjà franchi. Teddy, c'était moi qui étais au commentaire et j'avais failli tomber en syncope. Psychologiquement, il y a quelque chose à travailler parce que psychologiquement, c'est un mur. Il faut déjà savoir que Hugues a déjà sauté à 18 mètres puisque c'est lui qui a battu mon record du monde en salle, en hiver dernier. Enfin en 2021, n'est-ce pas? Donc c'est une performance qui s'est réalisée. Là, pour le moment, cette année, on voit qu'il arrive au championnat du monde avec une marque à 17,81 m, mais surtout, ce qui est important de noter, c'est la régularité qu'il a, puisqu'on a 17,81 m, 17,70 m, 17,68 m, 17,61 m, et c'est cette régularité qui va l'emmener, n'est-ce pas, qui va lui permettre de sortir les 18 mètres si besoin est, puisque l'objectif, c'est de gagner. Donc s'il y a besoin de le faire, il les fait. S'il n'y a pas besoin, c'est lui qui verra. Est-ce que vous avez les moyens, psychologiquement, de résister à cette pression qu'il va avoir autour de vous? Parce que moi, depuis que je vous connais, Hugues Fabrice, vous êtes toujours le même. Est-ce qu'il y a un secret pour rester soi-même et pas avoir la tête qui enfle et puis perdre de vue les priorités? Alors, je pense que je ne suis pas le même parce que j'ai beaucoup appris de ces 4 dernières années de haut niveau. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis une meilleure version qu'en 2019, qu'en 2021, qu'en 2022. Je parle en termes humains. En termes humains, ah oui, dans ce sens, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, dans ce sens, c'est clair que j'ai pas, franchement, j'ai pas la tête les chevilles qui ont enflé entre-temps. Non. C'est dû à quoi ça? C'est dû à la famille, c'est dû aux parents, c'est dû à l'éducation. Comment on fait pour rester humble? Alors, je pense que c'est avant tout des choix personnels. Pour moi, c'est pas... En fait, fanfaronner, ce n'est pas forcément un objectif de vie que je me suis fixé. Je n'ai pas toujours eu envie en fait, de montrer certaines choses. Et pour moi, ce qu'il faut montrer, c'est certaines valeurs, en fait. Et ce sont ces valeurs que je cultive. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des valeurs qui me portent encore. Je pense que si ça change, on le verra certainement. Ces valeurs-là qui sont finalement assez proches de celles de la francophonie, non? Complètement. Vous savez, un peu tous... la francophonie des Jeux Olympiques, voilà, respect, amitié, bienveillance, solidarité, tout ça, voilà, exactement. Coach, pour être coach, est-ce qu'il faut aimer son athlète? Je pense qu'il faut aimer le sport et ce qu'on fait avant tout. Je pense qu'il faut avoir cette passion pour entraîner au-delà de tout. Parce que dans le reportage, mon cher Teddy, vous dites... quand j'ai retrouvé, au début je ne le connaissais pas bien, Hugues Fabrice, et quand j'ai appris à le connaître, je me suis aperçu qu'on avait à peu près les mêmes valeurs, qu'on parlait le même langage en fait. Bien sûr, il faut savoir que lorsqu'on entraîne, on essaye en tout cas d'emmener un individu, comment dirais-je, au meilleur de ses capacités. On aimerait lui faire gagner, et de toute façon c'est la mission qu'on a. Maintenant, les athlètes sont différents. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont être un peu plus introvertis, un peu plus extravertis, etc. Chacun aura sa particularité, son vécu, sa manière de penser. Et c'est vrai que Hugues, quand on a appris à se connaître justement lors de la première année, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points en commun, en tout cas, et notamment la culture de la réussite, la culture de la gagne, la persévérance. Ce sont quelques éléments, en tout cas, où on a vraiment accroché. Et voilà, après, c'est des choses qui arrivent. C'est aussi une aventure humaine, il ne faut pas l'oublier. Il y a de la compétition, il y a ce côté un peu... entre guillemets, cruel, puisqu'il n'y aura qu'un champion, il y a ce compétitif, mais il y a aussi ce côté humain qui est aussi tout important, à mon avis. Et oui, et le plus important, c'est sans doute l'après. Alors, je vais vous poser une question peut-être à laquelle vous ne pouvez pas répondre, mon cher Hugues Fabrice, mais je la pose quand même. Hugues Fabrice Zongo, dans 20 ans, c'est qui? Il fait quoi? Il est où? Vous l'avez bien dit, je ne pourrais peut-être pas répondre. 20 ans, c'est peut-être loin. Il est en France.
Il fait quel métier? Alors, ouais, j'aurai quand même plusieurs casquettes parce qu'en temps, du fait de toute mon aventure sportive et de la dimension sociale que j'ai eu à embrasser, en fait, je vais porter plusieurs casquettes, c'est sûr. Et ces casquettes seront certainement toujours dans le domaine social, pouvoir toujours intervenir pour réduire un petit peu la souffrance, pas seulement au Burkina, mais peut-être un peu plus en Afrique. Porter aussi des projets sportifs, vu que c'est une des casquettes qui me tient à cœur. Et également, tout simplement appliquer ou faire le métier que j'ai toujours aimé faire, le génie électrique. Voilà, donc je vais le faire, mais après, sous quelle forme, qu'est-ce que je ferai? Est-ce que j'enseigne? Est-ce que je serai dans une boîte? Non, parce que et ainsi de suite. Quand je vous entends, Hugues Fabrice, et quand je vois votre bienveillance, votre maturité, et puis aussi le poids que vous avez par rapport à vos compatriotes, je me dis, mais c'est pas vrai, il va devenir ministre. Il va avoir un rôle politique au sens noble du terme. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais être ministre serait la seule voie qui me permettrait justement de pouvoir réaliser ces ambitions-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, on va faire un pari Teddy et on va faire un pari Hugues Fabrice. Et je le dis aujourd'hui, il sera champion olympique à Paris 2024. C'est mon souhait le plus cher. Merci. Vraiment, je te jure, c'est vrai. Et je dis simplement au revoir. Et alors peut-être, à tout de suite pour de nouvelles aventures sportives. La journée est très riche, je compte sur vous.